Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et pour ce grand angle aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Jean-Louis Tremblay. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Clémence. Vous êtes évidemment journaliste au Figaro Magazine, on vous connaît bien. Ils se tournent tous les deux vers notre invité du jour, Pierre de Gaulle. Vue de haut. Bonjour Monsieur de Gaulle. Bonjour Clémence, bonjour Jean-Louis. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ici dans cette matinale. Vous êtes le petit-fils du général de Gaulle, faut-il vous présenter encore, et conseiller en stratégie et finances d'entreprise. Aujourd'hui, si nous sommes très intéressés de vous accueillir, c'est parce qu'on vous a entendu également à l'occasion de la fête nationale de la Fédération de Russie le 14 juin dernier, puis de nouveau d'ailleurs au cercle d'amitié franco-russe, où vous avez prononcé un très beau discours et très différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre en ce moment concernant l'amitié franco-russe. Je vais citer le début de votre discours. « Nos peuples sont liés par de longues années d'amitié et par le sang versé contre les nazis. C'est l'occasion pour moi de répéter que la relation franco-russe était pour le général de Gaulle d'une importance toute particulière. La France et la Russie sont proches l'une de l'autre, mais aussi unies par la conscience de leur communauté d'intérêts et de destin. » Alors, c'était particulièrement remarqué ce discours qui va complètement contre la doxa, on va dire, le discours ambiant aujourd'hui qu'on entend en France. C'était important pour vous de signer ce discours ? Oui, c'est absolument essentiel de rétablir pour moi des vérités par rapport à ce qu'on a dit de la crise ukrainienne et de tous les mensonges qui ont été dits par différents responsables politiques. Je me suis peut-être singularisé, mais c'était pour moi un devoir d'expliquer à la fois l'enchaînement qui a mené au conflit et quelles sont les véritables causes de ce conflit. D'autre part, c'était pour moi aussi un devoir de rappeler et d'être dans la continuité de la politique et de la pensée du général de Gaulle, qui, même au pire moment des relations franco-soviétiques pendant la guerre froide, et même bien avant, je dirais, pendant la guerre, a toujours défendu la nécessité de garder une relation forte avec la Russie, parce qu'il considérait qu'elle était indispensable à l'équilibre et à la prospérité de l'Europe et du monde. Récemment, mon père, l'amiral de Gaulle, dans l'interview qu'il a faite au journal du dimanche, a répété qu'il ne fallait pas se couper des Russes, que ce sont des Européens. Et historiquement, et parce que c'était une nécessité politique et pour lui une condition d'équilibre, il a toujours défendu l'impératif de garder une bonne relation avec la Russie. Quand vous considérez déjà, je pense qu'il faut revenir aux considérations géopolitiques. Vous avez un pays qui est un pays immense, qui est le premier pays au monde, qui est un véritable pont en fait entre l'Asie et l'Europe, qui est un continent presque en lui-même et dans lequel vous avez tout. Un pays qui est totalement autonome en matière de matières premières. Je rappelle que la Russie est responsable maîtrise la grande partie, la production en fait de tous les métaux industriels, une grande partie des métaux rares, la production de l'uranium également en Europe, et qu'on est totalement, je dirais en Europe, dépendant de ces approvisionnements russes, à la fois en énergie, en matières premières et en métaux industriels. On ne peut pas se passer des Russes. Si vous considérez que l'Europe, qui est déjà un bloc de 450 millions d'habitants, un bloc économiquement fort, un bloc solvable, un bloc diversifié en capacité d'entreprise, en savoir-faire, en technologie, si vous l'alliez avec la Russie, à ce moment-là, vous faites un ensemble totalement autonome, extrêmement puissant, et qui vient automatiquement contrecarrer les États-Unis, qui cherchent à rattraper leur hégémonie politique, qui cherchent à rattraper, je dirais, la perte du rôle du dollar sur les échanges internationaux. Et donc, ça devient un très, très grand danger. Mon grand-père, qui était bien conscient de ces équilibres, a toujours défendu
cette nécessité d'un rapprochement avec la Russie parce qu'ils considéraient qu'elle rendait avant tout l'Europe autonome dans la guerre économique, parce qu'il s'agit bien d'une guerre économique et d'une guerre financière. N'oublions pas que les Américains sont dans une situation économique extrêmement mauvaise. La dette américaine s'élève à 32 000 milliards de dollars et la dette américaine n'est plus achetée, c'est-à-dire n'est plus financée que par, je dirais, 23% des pays étrangers. C'est-à-dire que l'État, les ménages américains participent essentiellement au financement de la dette américaine. Cette part est en diminution constante depuis des années. En 2022, vous avez 15% des pays étrangers en moins qui ont participé au financement de la dette américaine. Donc il s'agit bien d'une guerre économique. L'Ukraine est utilisée comme terrain d'affrontement de toutes les armes internationales et est utilisée pour disloquer l'Europe en fragilisant la relation entre États européens et en favorisant une confrontation Est-Ouest. Et c'est une guerre, en fait, par Europe interposée contre la Russie. Mais l'enjeu est de casser cette possibilité de création d'un bloc européen solide avec la Russie. Alors, les conséquences sont extrêmement graves. Puisque ça crée une crise absolument fondamentale donc en Europe et dans le monde. On le voit avec l'augmentation du prix de l'énergie. On le voit avec l'augmentation du coût des matières premières agricoles, alimentaires. On le voit avec ce que les petites et moyennes entreprises et les toutes petites entreprises subissent en augmentation de leur coût énergétique et de leurs charges. Ça affaiblit considérablement aussi le modèle industriel français. Vous savez que en moyenne dans l'industrie française, les marges nettes sont de 3 à 5% au maximum. Donc quand vous avez une facture énergétique, si tant est qu'elle soit limitée par la dépense publique à 280 € du mégawattheure, on est face à un accroissement de leurs charges énergétiques de 3, 5, 7 et 10 fois. C'est-à-dire que la marge nette est complètement annihilée. Vous avez une concrétisation de cela dans la décision notamment de William Sorin, Garbit, Duralex, ArcelorMittal, qui sont des grandes entreprises qui ont décidé de réduire de 80% leur production, c'est-à-dire qu'ils ont mis en chômage technique la plupart de leurs équipes. Mais toutes ces entreprises françaises et les entreprises étrangères aussi qui sont établies en France sont obligées d'arrêter leur production, de mettre des gens au chômage. Et les petits commerces et la France des métiers subit tout cela de plein fouet. Et ça entraînera des drames. Et à mon avis, on va vers une augmentation de la fracture sociale et on va vers une agitation sociale forte, puisqu'au bout d'un moment, les gens vont se révolter. Tout ça participe à un plan concerté au départ par les Américains, relayé par la Commission européenne, largement alimenté par l'OTAN, de créer des situations de conflit. Vous avez... Alors c'était pour moi essentiel, si vous voulez, d'exprimer tout ça. De dire aussi qu'à la base, les Russes ont cru en la parole européenne. Ils ont cru en la parole européenne dès la réunification allemande, puisque une des conditions de l'accord de la Russie à la réunification allemande, c'était de promettre de ne pas élargir l'OTAN à l'Est. Gorbatchev a été confiant et pas suffisamment méfiant pour ne pas exiger des accords écrits. On a fait moult promesses donc aux Russes de ne pas élargir l'OTAN à l'Est, qui n'ont pas été respectées. Et on a atteint un point culminant lorsqu'Angela Merkel, le 7 décembre de l'année dernière dans Die Zeit, a dit clairement que les accords de Minsk, qui étaient censés garantir la protection des populations russophones dans le Donbass et dans la province dans les provinces de Donetsk et de Louhansk dans le Donbass, de protéger ces populations russophones, a dit les accords de Minsk étaient un leurre.
Elle a dit qu'elle elle n'avait jamais compté appliquer ces accords. Exactement. Donc ça veut dire que c'était un leurre, et c'était en fait laisser le temps à l'Ukraine de s'armer en vue d'une guerre. L'un des conseillers de Zelensky à Restovitch en 2019 a dit clairement qu'il voulait la guerre pour son pays. Une journaliste a dit: qu'est-ce qui est bon pour votre pays? C'est la guerre avec la Russie. Et il a clairement dit que de toute façon, en fonction de ce qu'on leur avait promis, c'est-à-dire des armes, des subventions, etc., ils allaient certainement gagner. Donc il y a une surenchère de préparation de la guerre vis-à-vis des Russes qui était orchestrée depuis longtemps. Et d'ailleurs, quand vous voyez la complexité et le nombre de sanctions qui ont été prononcées contre la Russie, pas moins de 11 000, ça prouve bien que c'est un plan qui a été préparé depuis très très longtemps à l'avance. Donc, comment voulez-vous que Poutine réagisse par rapport à ça? Face à un encerclement possible, l'OTAN a été créée justement pour prévoir une sorte de zone tampon qui serait la possibilité d'un conflit classique avec l'utilisation d'armes conventionnelles classiques avant l'utilisation, enfin le risque d'utilisation ultime d'armes nucléaires. Et en fait, l'OTAN est en train de créer exactement l'opposé de ce pourquoi il avait été institué à l'époque. Donc, la Russie se trouve en état de grand danger et les Américains, finalement, atteignent leur but, c'est-à-dire fracasser le bloc européen solvable, solide, avec une monnaie de référence sur les échanges internationaux qui est l'euro, annihiler toute tentative de rapprochement avec la Russie qui en ferait un bloc solvable et autonome, et exporter leur énergie. Je vous rappelle qu'ils exportent leur gaz naturel liquéfié à un prix qui est 4 à 7 fois plus élevé que celui qu'ils vendent dans leur propre pays. Exporter leur capacité d'armement et vendre des armes à l'OTAN en élargissant l'OTAN. Mais les conditions, d'un conflit s'aggravent, le risque s'aggrave, la crise économique est là, parce qu'évidemment les politiques français, on en parlera après, ont été incapables de prévoir et d'anticiper cette crise. On parlera d'EDF largement notamment, c'est un bon exemple. Et on est en situation d'extrême fragilité. Nous en payons tous le prix, les entreprises en payent le prix, les ménages, ce qui fait la richesse de la France, c'est-à-dire les métiers, ces artisans, en payent le prix fort. Tout ça s'ajoute à une crise du Covid qui a été extrêmement mal maîtrisée. Et je pense qu'on est dans des conditions, hélas, à la fois de crise économique et de fracture sociale. Alors, vous avez dit énormément de choses absolument primordiales et sur lesquelles il faut qu'on revienne. Mais réagir à la fin de votre point concernant la stratégie américaine et le fait que finalement, d'après, je vais le redire de façon plus simple, finalement les Russes étaient d'une certaine façon acculés et que peut-être qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour eux de réagir. C'est la question sur laquelle je voudrais qu'on aille immédiatement. Vous considérez finalement que les Russes n'avaient pas le choix que de déclarer cette guerre, que toutes les voies diplomatiques avaient déjà été abouties? Oui, toutes les voies diplomatiques ont été... Alors, il faut toujours laisser évidemment la possibilité d'une résolution diplomatique du conflit. Je pense que de toute façon, on va arriver vite par nécessité à une situation de paix. Je pense que les peuples veulent la paix. La paix s'impose au peuple, c'est la conséquence logique de tout conflit. Oui. Nombre de responsables politiques commencent à évoquer la paix. Nombre de grands entrepreneurs comme Elon Musk appellent aussi à la paix. Alors ça a été très, très décrié à l'époque, mais on doit arriver à cette solution. Vous voyez quand même l'opinion publique est en train de l'accepter, de le manifester de plus en plus, et les politiques s'y rangeront nécessairement. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation où on alimente un conflit qui est dramatique. On est dans une surenchère d'un conflit Est-Ouest qui est voulu par les États-Unis. Il faut y mettre fin. Les perdants de cette guerre sont bien évidemment les Ukrainiens,
qui, dans leur perte et leur souffrance, le peuple ukrainien subit cette guerre. Et c'est l'Europe aussi qui en est le grand perdant. Vous voyez bien, le général de Gaulle disait que les Américains ne sont pas européens. Il suffit de regarder la carte pour s'en rendre compte. Donc ces Américains qui font un conflit jusqu'au dernier Ukrainien, voire jusqu'au dernier Européen, finalement ne prennent aucun risque. Et vous voyez ça dans l'attitude de Zelensky. Un fait m'a frappé, c'est que le 28 décembre de l'année dernière, Zelensky a confié, je dis bien confié, le mandat pour la reconstruction de son pays au fonds américain BlackRock. Le fonds américain BlackRock gère entre 8 000 et 10 000 milliards de dollars d'actifs sur le marché, c'est quand même considérable. C'est entre 3 et 4 fois le montant du produit intérieur brut français, ce qui vous donne sa puissance d'intervention sur les marchés. Eh bien, ça y est, il a confié la reconstruction de son pays à un fonds d'investissement américain, ce qui montre bien la soumission de Zelensky aux Américains. Et tout ça, je voulais le dénoncer. On est heureusement dans une optique de reconstruction et de paix, mais on est vis-à-vis de l'OTAN en particulier et de Zelensky qui, à mon avis, se fait largement manipuler et utiliser au détriment de son propre peuple. On est dans une soumission totale aux intérêts américains. Ce fait, à mon avis, est absolument révélateur. Jean-Louis Tremblay. Oui, je partage cette analyse. Il faut être pragmatique, je crois. C'était d'ailleurs l'approche qu'avait le général de Gaulle sur la Russie, l'entente pragmatique et surtout la nécessité de maintenir un dialogue, même pendant la guerre froide et à l'époque de l'Union soviétique. Moi, ce que je constate, c'est que les perdants, clairement, de cette guerre, ce sont les deux populations russes et ukrainiennes. Ensuite, évidemment, les Européens, et en particulier la France, les Français, et que les vainqueurs, sur tous les tableaux, sont les États-Unis. Alors, vous avez cité effectivement le gaz de schiste, que nous achetons au prix fort, le complexe militaro-industriel, bien évidemment, avec en plus ce laboratoire géant, finalement, c'est un laboratoire, l'Ukraine, laboratoire pour l'armement et les munitions. Et troisièmement, il ne faut pas l'oublier, en ce qui concerne la crise dite agroalimentaire, les fermiers du Midwest, qui déjà, sont subventionnés par le gouvernement fédéral, mais deux, qui maintenant remplacent, si vous voulez, notamment au niveau des céréales, remplacent les exportateurs russes ou ukrainiens. Voilà, donc on a un vainqueur tout désigné, qui n'accuse aucune perte parce qu'il fait la guerre par, effectivement, puissance interposée, par procuration, ce qui est quand même incroyable. Ce que je ne comprends pas dans cette affaire, c'est le côté presque suicidaire de l'Europe, et notamment de la France. Alors, est-ce que vous avez une explication, sans qu'on rentre dans la psychiatrie, évidemment, mais je ne comprends pas cette attitude. Parce que, effectivement, comme vous le dites, on paye chaque jour qui passe, on s'en aperçoit. La France paye et on court à la catastrophe. La situation sociale est très très inquiétante tout de même. Donc pourquoi ? Comment expliquer ça ? Alors, écoutez, je ne suis pas psychiatre, je peux être psychologue et observateur des comportements. Ce qui est certain, c'est que c'est mon pays. Je suis désespéré du rang que la France a perdu, de la situation dans laquelle elle est, de la perte de son audience, de la perte de sa voix sur la scène internationale. Où est passée la France que mon grand-père a construite ? Où est passée cette France souveraine qu'il a toujours défendue ? Où est passé cet amour qu'il avait de son pays, de la patrie, et tout ce qu'il a fait, sa dévotion aux Français, et sa passion de porter la France le plus haut possible. Son œuvre, la Constitution de la Ve République, il l'a faite non pas pour lui-même, mais pour ce qui se passerait après. Ils ont tout fait pour la déconstruire, même au niveau de l'équilibre des pouvoirs. C'est-à-dire qu'il avait institué évidemment le suffrage universel en 1965, qu'il avait instauré un pouvoir politique fort, mais avec un mandat présidentiel à 7 ans, renouvelable,
un mandat parlementaire pour les députés de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée dite basse, à 5 ans, et un mandat pour le Sénat à 9 ans. Tout ça a participé à un équilibre et à une rotation des pouvoirs. Pour des raisons purement politiques et des raisons d'agenda personnel, et je pense que malheureusement les hommes politiques d'aujourd'hui suivent un agenda personnel, sans parfois compétence, mais même sans anticipation des problèmes et sans véritable amour de la patrie. On essaye de réduire pour faire plaisir à tout le monde. J'ai souvent parlé du en même temps, mais on ne veut pas fâcher personne, on fait des compromissions. Donc, on fait des concessions et on gère. On gère dans l'urgence, on gère des situations de crise sans avoir aucunement la capacité de les anticiper et de donner des solutions concrètes pour les Français. Où est cette France que mon grand-père a construite? Où est cette France que mon grand-père a construite pour protéger sa souveraineté, pour protéger son indépendance, à la fois d'un point de vue stratégique, à la fois d'un point de vue énergétique? Et je vois dans l'attitude des politiques d'aujourd'hui et du gouvernement français en particulier, et de son président, une absence totale d'anticipation. On gère et on communique. Alors là, la communication, ils sont extrêmement forts. Pour passer, si je reprends la crise du Covid, le vaccin est efficace à 95%, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire, l'histoire des masques qu'il a fallu racheter en catastrophe, on passe à ce qui a été la désagrégation, la désintégration de l'indépendance énergétique française à travers EDF. Les problèmes. Et puis les centrales. Pardon ? Superphénix, les centrales. Oui, alors c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ces problèmes sont connus depuis très longtemps. Ce qu'on appelle le décommissionnement des réacteurs nucléaires, c'est connu depuis très longtemps. Du premier réacteur nucléaire qui a été mis en service à Marcoule en 1956 jusqu'à Flamanville, l'ouverture du premier réacteur à eau pressurisée, il s'est quand même passé une période très très longue pendant laquelle on connaissait les problèmes liés au renouvellement du parc nucléaire français, c'est-à-dire la nécessité de construire des nouveaux réacteurs, l'incapacité à prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires français au-delà de 40 ans, on les a passés à 50 maintenant, et la nécessité de prévoir le renouvellement du parc. Il faut quand même 15 ans pour construire un nouveau réacteur. Donc on est dans une situation où EDF produisait l'équivalent de 60 TWh, on est descendu à 40 maintenant, avec un coût de production d'électricité vraiment bas et des effets sur la réduction des émissions carbone vraiment très faibles. On est dans les projections actuelles où il a fallu agir en urgence, après avoir, je le rappelle, cédé des fleurons industriels et notamment la division de turbines d'Alstom aux Américains, qui nous tient prisonniers maintenant en nous faisant un chantage sur les pièces détachées. On peut faire une parenthèse sur cette question, parce que ces turbines ont été cédées par des familles, des politiques qui se disaient gaullistes. Comment vous, petit-fils du général de Gaulle, vous réagissez aussi à cette ineptie, on va dire? Écoutez, c'est facile de se proclamer gaullien. Oui. Le général disait que la politique est une affaire de réalité. Dans la réalité, ils en sont extrêmement, extrêmement loin. Sinon, ils n'auraient jamais fracassé l'indépendance de la France tout en proclamant l'avoir défendue. Pour moi, c'est une imposture. C'est une imposture et c'est une hypocrisie. Il y a beaucoup d'impostures en ce moment. Mais pour revenir à EDF, alors on a dit, ça y est, on est dans la transition énergétique, la voilà, elle arrive. Il faut savoir que les énergies renouvelables ne sont que des énergies de complément, ne peuvent pas remplacer une production énergétique, une production électrique de base, continue, constante, à un coût marginal acceptable pour les entreprises. L'éolien, ça marche que s'il y a du vent, a des coûts d'exploitation qui sont quand même élevés en fonction des caractéristiques des turbines, des connexions réseau, etc. Le photovoltaïque, évidemment, aussi. Et donc, il faut une production d'énergie de base à un coût marginal faible pour pouvoir soutenir le développement d'un parc industriel. Tout ça a été connu.
renvoie à la déclaration d'Henri Proglio devant l'Assemblée, qui a fait ça beaucoup mieux que moi. Il y a eu une politique destinée, alors largement aussi soutenue par la Commission européenne, largement soutenue par l'Allemagne, dont l'intérêt était de fragiliser la production nucléaire française pour favoriser le gaz, puisque sous les pressions écologiques, les Allemands, vous savez, ont abandonné l'industrie nucléaire, ce qui les mettait en position de très très grande fragilité et de dépendance vis-à-vis du gaz russe. Tout ça a été largement connu. On n'a rien fait ou on a laissé faire, et on se trouve maintenant dans un état de dépendance et de fragilité. Et même si on a décidé récemment de construire 14 réacteurs nucléaires supplémentaires, eh bien, on a calculé qu'en 2050, malgré les efforts qui ont été faits, eh bien, la part du nucléaire dans la production énergétique française ne sera que de 40%. Par quoi on la remplace ? Par des centrales à gaz qui sont alimentées par du gaz américain, avec des problèmes de capacité et des prix complètement incroyables, par du gaz russe, dont on a absolument fracassé la relation. On se trouve dans un état de dépendance, mais qui est absolument dramatique. Qui va en payer le prix ? Ce sont nos entreprises. La compétitivité française a reculé pratiquement dans tous les domaines. Par quoi on va la remplacer ? C'est ça que je fustige. Et n'oublions pas, alors on dit, ça y est, oui, on compense parce qu'on fait un plafond du prix de l'électricité à 280 € du mégawattheure. Mais à quel prix ? On endette la France. On parlait de ces ventes de fleurons industriels. Effectivement, elle a été faite par Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie et des finances en 2014. Oui, et Clara Guémard, côté général. Et Clara Guémard également. Mais quand vous regardez l'endettement de la France, c'est presque 3 000 milliards. Alors évidemment, on ne vous parle pas de l'endettement de la France hors bilan, c'est-à-dire les garanties d'État sur les retraites des fonctionnaires, le coût de démantèlement des centrales nucléaires d'EDF. La dette hors bilan est de 5 000 milliards. Donc ça veut dire que la dette française est de 8 000 milliards. Ça veut dire que la France s'est placée en situation de dépendance également, en termes économiques et financiers, vis-à-vis des marchés. Vous savez que la dette, elle est cotée sur les marchés. Les taux d'intérêt évoluent en fonction de ce que les investisseurs croient de solidité, de liquidité, de crédibilité de l'État français. Eh bien, lorsque les taux étaient bas, je rappelle qu'en 2021, le taux moyen d'endettement de la France était d'environ 1,13%, on passe à 3% aujourd'hui. En 2021, il fallait 8 mois de produit intérieur brut français pour payer seulement les intérêts. Lorsque les taux sont multipliés par 3 actuellement et vont évidemment augmenter, nous sommes en situation d'incapacité de payer seulement les intérêts de la dette. Voilà là où nous en sommes arrivés aujourd'hui. Alors vous disiez tout à l'heure, les grands gagnants de cette crise sont les Américains. Ce n'est pas seulement le gaz de schiste, c'est aussi le gaz naturel compressé. Et les grands perdants sont les Russes, et les Ukrainiens malheureusement aussi, et les Européens. Les Russes ne sont pas perdants de cette crise. On a voulu dire, ça y est, ils sont morts, c'est terminé, Poutine est malade, de source sûre, il va mourir, enfin n'importe quelle élucubration qui tombe dans le narratif et le dogme de la pensée unique en France, et aussi en Europe, et aussi aux États-Unis. Les Russes ont réussi à limiter leur inflation à 3%. La récession annoncée n'est que de 3%, et surtout, ils ont réorganisé toute leur chaîne d'approvisionnement, ils ont réorganisé leur production, parce que ce qui est en train de se constituer, c'est l'Eurasie. C'est-à-dire que la Russie devient, par sa position dominante, géographique, énergétique, politique, ne me dites pas que les Russes ne soutiennent pas leur président. Vous avez un centre de sondage qui s'appelle Levada en Russie, qui est considéré comme dissident par les Russes, qui a démontré que même au pire moment de la crise ou des questionnements qui ont pu avoir lieu sur la politique de son président, le président russe est soutenu par au moins 60% de la population.
Essayez de me trouver ça dans un pays européen ou occidental. Oui, c'est Ça n'existe pas. un petit peu plus que pour Donc les Emmanuel Russes Macron. sont en train de se positionner comme arbitres d'un nouveau monde eurasien, c'est-à-dire la réunion de leurs propres forces, de leurs propres positions et de l'Asie. Ah, mais les Russes sont isolés sur la scène internationale. Évidemment, ils sont isolés sur la scène internationale. Ils sont soutenus par la Chine, qui trouve évidemment un véritable intérêt économique, stratégique et géopolitique à cette recomposition, par l'Inde, par l'Indonésie, par les Émirats, par l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, quand même producteur de pétrole, a multiplié par 3 ses importations de pétrole russes. Alors, qu'est-ce que font les Russes? Eh ben, ils réorganisent leur chaîne d'approvisionnement, ils achètent leurs pièces détachées à d'autres pays. Je ne parle pas des pays africains qui les soutiennent, je ne parle pas de l'Amérique latine qui les soutienne. Les nouvelles alliances des BRICS. Les nouvelles alliances. Et ce qui est en train de se passer, c'est que les Russes ont une capacité... Vous savez, ce sont des joueurs d'échecs depuis qu'ils sont très jeunes. Ce sont des vrais stratèges. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? De lancer une blockchain avec leur propre monnaie numérique, crypto-monnaie de référence, adossée à l'or, qui est extrêmement intelligent, parce que ça crée un moyen de paiement alternatif international de référence qui est garanti par un véritable actif physique, l'or physique. Quand vous faites le parallèle que depuis la fin des accords de Bretton Woods en 73 ou 74, corrigez-moi, 74. les Américains ont abandonné les talons or pour garantir la solidité de leur propre monnaie, et bien depuis, les Américains exportent leur endettement. C'est exactement ce qui se passe en France et c'est ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire au jour où la France, par son gouvernement et par le président Macron, cessera de se conforter à la politique américaine, eh bien, vous verrez le taux de l'emprunt français être attaqué sur les marchés. On est déjà à 3%, on montera à 4 et 5%. C'est dramatique. Tout ça est orchestré. Tout ça est voulu, tout ça est arrangé à l'avance. On va continuer de parler de tout ça. Pierre de Gaulle, c'est absolument passionnant. Vous restez avec nous, mais il est 9h sur Ligne Droite et c'est l'heure des informations. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et nous continuons cette discussion absolument passionnante avec Pierre de Gaulle, petit-fils du général de Gaulle, conseiller en stratégie et finance d'entreprise. Nous sommes également avec le journaliste au Figaro Magazine Jean-Louis Tremblay. Et j'aimerais qu'on revienne, Pierre de Gaulle, vous parliez tout à l'heure des mensonges qui n'ont cessé de servir cette guerre, ce conflit que l'on suit en ce moment sur la scène ukrainienne. Alors de quels mensonges parliez-vous ? Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur la toute première question que vous m'avez posée, c'est-à-dire par rapport à l'intervention que j'ai faite à l'ambassade de Russie à l'occasion de leur fête nationale, le 14 juin de l'année dernière. J'ai été invité spontanément en tant qu'héritier, je dirais, en tant que famille du général de Gaulle et héritier du général. Cette déclaration, je l'ai faite de façon spontanée. J'ai juste prévenu par courtoisie que j'allais m'exprimer à l'ambassade de Russie la veille, en leur demandant leur autorisation. Ils n'étaient absolument pas au courant de ce que j'allais dire. Je l'ai fait pour établir des vérités. Je l'ai fait pour alerter des dangers que la France courait par rapport à la situation actuelle, que l'Europe courait, et du danger qui allait affecter la prospérité et l'équilibre du monde et de l'Europe et de la France en particulier. En ce qui concerne les mensonges, je suis quand même frappé par une pensée unique, un dogme qui dit que, ma foi, les Russes, c'est les méchants, ce sont les agresseurs. C'est vrai que ce sont des agresseurs, mais ils ont réagi par rapport à une situation. On est dans une sorte de fabrication de consensus sur l'Ukraine où Zelensky, qui est en train de ruiner son peuple, qui est en train de détruire son peuple, est, ma foi, l'apôtre de la vérité, de la bonne foi. Je rappelle que, comme je l'ai dit précédemment, moins de la moitié de ce qui est donné à l'Ukraine arrive aux Ukrainiens. On a donné près de 100 milliards d'argent à Zelensky, qui a licencié la plupart de ses contrôleurs de budget. Moi, j'aimerais bien savoir où va l'argent. Il n'y a absolument aucun contrôle. Ensuite, comme je l'avais dit précédemment, le gouvernement ukrainien a publié un catalogue de 1000 pages d'armes
destinés à être vendus sur les marchés internationaux pour alimenter toutes les guerres, le terrorisme, les crises. La position de l'État israélien à cet égard est absolument juste. Eux aussi, ce sont des grands stratèges. Ils ont refusé obstinément de vendre des armes aux Ukrainiens. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que leurs armes pouvaient être utilisées contre eux, notamment au Moyen-Orient. C'est quand même encore un pays en guerre, hein, je vous le rappelle. Juste une parenthèse, là vous dites bien c'est le gouvernement ukrainien qui a publié ce catalogue. Oui. Là, parce qu'on sait qu'il y a un marché noir des armes, on pouvait considérer que c'était au niveau on va dire, non officiel, mais là c'est officiel, c'est le gouvernement qui le publie. Oui, absolument. Et il y a d'ailleurs une gigantesque hypocrisie par rapport à ça, parce que les Occidentaux et les Américains n'envoient pas les armes dernier cri. Alors on peut envoyer des armes effectivement modernes, mais les systèmes d'armes, c'est-à-dire les logiciels, la capacité opérationnelle des armes qui sont envoyées à l'Ukraine n'est pas la toute dernière. Parce que justement, on ne va pas vendre la dernière technologie. On vend des armes qui sont parfois obsolètes, ou on vend des armes qui sont anciennes. La décision du gouvernement français, que je condamne, parce qu'elle alimente encore une fois cette surenchère, on n'a pas, je dirais, c'est se mettre en très très grand danger, c'est participer à la destruction de l'Europe, c'est favoriser un jeu américain dont on est les perdants, mais on continue. Mais on a aussi vendu des véhicules blindés à MX-10. Ces véhicules ont été mis en service en 82. Il ne s'agit pas de la technologie dernier cri. Alors on vend des canons César, certes c'est vrai, un peu sporadiquement, mais pourquoi faire En fait, on ne les a pas vendus, les canons César, on les a livrés. On les a livrés. On les a donnés. On les a livrés. En amputant la la capacité française, puisque c'est privé de 18 canons. Oui, mais vous savez que dans cet exercice de surenchère, malheureusement, je fustige, je condamne et je dénonce avec la plus grande fermeté la décision du président Sarkozy d'avoir abandonné l'indépendance de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. On est soumis, subordonné et rendu docile. Inféodé. Inféodé totalement dans notre capacité d'intervention militaire. Les Américains nous laissent 2 jours de munitions et 2 jours de carburant. Par rapport à des dépenses militaires qui n'ont cessé d'être en réduction, nos armées sont en situation de sous-capacité en termes de personnel, en termes d'entretien des matériels, en termes même de renouvellement des matériels. Et on a essayé d'augmenter la capacité opérationnelle au détriment des chaînes de commandement et au détriment des chaînes fonctionnelles. Nous sommes extrêmement fragilisés. Et cette alimentation de surenchère nous rend encore plus dépendants du modèle américain. Tout ça pourquoi ? On va aboutir à une situation de paix où les Européens seront de toute façon totalement exclus. Je l'ai dit précédemment. Le président Zelensky a donné un mandat ouvert à BlackRock, fonds d'investissement américain, pour reconstruire son pays. Donc les Européens seront de toute façon les grands perdants de cette reconstruction. Et on se retrouve dans une situation extrêmement fragilisée. Mais le général de Gaulle avait déjà perçu la volonté d'inféodation des Américains vis-à-vis de l'Europe, et notamment de la France. Comment comprendre qu'aujourd'hui, nous n'ayons, pas suivi sa voie, et 2, nous ne sommes absolument plus en mesure de comprendre, les autorités françaises, de comprendre cette servilité. Déjà, il y a une politique de désinformation systématique par rapport à ça. Et ensuite, on sait, pour des raisons de budget, des raisons politiques, des raisons de combinazione à l'italienne, totalement soumis à cette politique. Comme on se soumet totalement à la politique européenne. La Commission européenne produit des directives qui s'imposent à nous, qu'on doit intégrer dans la politique des États membres sous peine de pénalité. Regardez les énergies renouvelables. On a dit qu'il fallait, je crois, la part des énergies renouvelables qui est imposée par la Commission européenne est de 37%, je crois, d'ici à 2030. Corrigez-moi si je me trompe. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est soi-disant en retard sur la diffusion des éoliennes.
Oui, on est en retard sur la diffusion des éoliennes, mais encore une fois, les éoliennes sont des énergies de complément. Outre le fait qu'elles défigurent le paysage français, mais ce sont des énergies de complément. L'efficacité d'une éolienne est très mauvaise. Déjà en entretien, parce qu'il faut, je dirais, un parc suffisant de turbines avec des coefficients de cisaillement d'orientation par rapport au vent. Il faut du vent. Et quand il n'y a pas de vent, les éoliennes ne tournent pas. Donc le coût de production éolien est extrêmement élevé. Il faut la raccorder au réseau. Et ce n'est pas toujours le réseau très haute tension, c'est un réseau intermédiaire. Ensuite, une turbine, c'est très cher en entretien. Et ça ne remplacera jamais, je vous l'ai dit au départ, une énergie de base essentielle à l'utilisation d'une charge de production qui est nécessaire pour faire tourner une industrie. Jamais. À ce sujet, permettez-moi juste de terminer par rapport à ça. Croyez-vous que les Américains ont imposé dans leur propre pays ces mêmes règles d'énergie renouvelable? Récemment, Biden a fait une loi pour effectivement inciter à la réduction des gaz à effet de serre et à la décarbonisation du parc de production d'électricité américain, mais ce sont des incitations fiscales. Ce sont des incitations fiscales, ce sont des opportunités pour les entreprises, mais en aucun cas on parle d'un programme qui est imposé avec des pénalités. Croyez-vous que les Américains ont dicté à leurs industries l'interdiction des véhicules à moteur utilisant du combustible fossile en 2035 ? Ils ont tout fait pour qu'on l'impose en Europe, comme ils ont tout fait pour que l'indépendance énergéticienne européenne, l'autonomie, et en particulier la France, soit brisée. Mais dans leur propre pays, ça reste ouvert. Alors, nos politiciens ont été incapables d'anticiper ça. Pour moi, le renouvellement du parc nucléaire français est un exemple frappant. Tous ces problèmes, on le savait. Et malgré la transition énergétique, malgré la décision de construire 14 nouveaux réacteurs, ça prendra 15 à 20 ans, eh bien, la part du nucléaire français, en termes de production, passe de 70% à 40%. Mais par quoi on va le remplacer ? On est dans une situation de fragilité extrême. Vous savez, je le disais tout à l'heure, si on cesse de faire le jeu américain, vous verrez le taux de l'emprunt français attaquer sur les marchés. Et nous ne sommes pas actuellement en capacité, ou plus exactement, nous sommes en incapacité totale de rembourser notre dette. C'est par là qu'ils nous tiennent, vous considérez, en fait. Pardon ? C'est par là qu'ils nous tiennent, les Américains. C'est absolument par là qu'ils nous tiennent. Les Américains ont une capacité à exporter leurs droits de façon unilatérale et sans aucune réciprocité. Les Américains exportent leur endettement. C'est comme ça qu'ils traînent prisonniers tout un certain nombre de pays. Et vous avez, par rapport à la crise ukrainienne, une position russe qui se révèle, qui refuse un modèle néolibéral, uniforme, dogmatique, d'application d'une politique au détriment de la liberté et de l'intégralité des peuples. Regardez le nombre de pays africains qui refusent le modèle américain. Regardez le nombre de pays sud-américains qui refusent le modèle américain. Je ne parle pas évidemment de la Chine, je ne parle pas évidemment de l'Inde, je ne parle pas de l'Indonésie et des autres pays. C'est simplement que ces pays veulent s'émanciper autrement. Solzhenitsyn, à Harvard en 1978, dénonçait l'esprit d'arrogance et de supériorité de l'Ouest des Occidentaux. Eh bien, on est dans un changement de paradigme profond. Et encore une fois, vous voyez émerger, avec l'arbitrage des Russes, mais pas seulement des Russes, aussi des Chinois et des Indiens, des nouveaux centres de décision et des nouveaux centres de pouvoir qui se déplacent à l'Est. On est totalement en train de passer à côté de ces opportunités. Et pour la France, justement, puisqu'il nous reste très peu de temps, aujourd'hui, comment la France pourrait couper ses liens de dépendance, même d'inféodation, et tenter de nouveau marquer sa voie. Ça passe par où ? Par la sortie de l'Europe ? Par un changement de l'Europe par l'intérieur, comme certains politiques tentent de le faire, ou en tout cas annoncent vouloir le faire. Comment vous voyez les choses ? Je pense qu'il faut que la France redonne de la voix. Elle a les capacités en termes industriels, stratégiques, en termes de découverte, en termes scientifiques, de se repositionner. C'est qu'elle fasse entendre sa voix, évidemment en Ukraine, qu'elle cesse cette politique de surenchère, qu'elle ait une attitude
de discussions directes, franches, ordonnées, notamment avec la Russie. Le président Poutine disait que dans les discussions précédentes, on était resté quand même à un certain niveau de respect vis-à-vis des chefs d'État. Dans le monde occidental et dans le monde américain, il n'y a plus de parole donnée. Il n'y a même aucun respect des traités internationaux, des résolutions de l'ONU, qui sont fustigées et qui sont remplacées par l'application unilatérale du right to protect. C'est-à-dire au nom de la protection des populations de je ne sais quelle construction politique et idéologique, on vise à attaquer l'intégrité d'un État, sa souveraineté, et on piétine les résolutions de l'ONU et les accords internationaux. Regardez ce qui s'est passé sur l'invasion en Irak. La fausse résolution de l'ONU qui a été votée sous prétexte des armes de destruction massive. Regardez les bombardements en Yougoslavie, Au Kosovo, qui ont été faits de façon unilatérale par l'OTAN. Et là, vous avez la ministre des Affaires étrangères allemande qui dit tiens, la résolution 1244 au Kosovo est inapplicable. Tout ça pour essayer de créer une zone de conflit supplémentaire. C'est-à-dire qu'on demande aux Serbes de renoncer à leur souveraineté et leur intégrité territoriale en reconnaissant l'indépendance du Kosovo, alors que c'est exactement contraire à la résolution 244. Il faut quitter, parce qu'il faut qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin de cette émission. Je voudrais un peu d'honnêteté, de dignité, de force dans la voix de la France, qu'elle se démarque vous pensez qu'elle peut se démarquer en restant dans ces institutions? Oui, tout à fait. Il faut un courage politique, il faut une continuité, il faut une stratégie, une vision. Et je pense que la France a tout à fait les moyens, la capacité, mais évidemment, il faut une vision stratégique pour le faire. Et il faut une vraie feuille de route. Merci infiniment, Pierre de Gaulle. Il nous faudrait plus de Gaulle en ce moment en France. En tout cas, je rappelle, vous êtes le petit-fils du général de Gaulle, conseiller en stratégie et en finance d'entreprise. Merci à vous, Jean-Louis Tremblay. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.